Comment sait-on que la Terre tourne autour du Soleil? Ça n'a rien d'évident. D'ailleurs, beaucoup de philosophes grecs de l'Antiquité, se basant sur l'observation, postulent que la Terre est immobile, puisqu'on ne la sent pas bouger, et que tout tourne autour d'elle. C'est le modèle dit géocentrique. Pourtant, certains savants, comme Héraclite Dupont, au IVe siècle avant Jésus-Christ, proposent que la Terre est bien au centre du monde, mais qu'elle tourne sur elle-même en 24 heures, expliquant l'alternance du jour et de la nuit. Enfin, d'autres avancent un modèle héliocentrique en mettant le Soleil au centre, la Terre et les autres planètes tournant autour. C'est le cas d'Aristarque de Samos dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, puis d'autres savants en Inde ou dans le monde arabo-musulman au Moyen Âge. Mais c'est l'observation immédiate qui va servir d'argument principal pour que le géocentrisme s'impose. Cependant, plusieurs phénomènes astronomiques observés dès l'Antiquité doivent être pris en compte dans la modélisation du cosmos. La rétrogradation de certaines planètes, notamment celle de Mars qui a pu être observée cet été. Ici, chaque photo a été prise à environ une semaine d'intervalle. Le fait que Mercure et Vénus soient toujours observés près du Soleil. Et enfin, le fait que l'été et l'hiver n'ont pas la même durée. Ainsi, les modèles géocentriques vont se succéder pour rendre compte de toutes ces observations. Et au IIe siècle de notre ère, c'est le modèle géocentrique de Ptolémée qui va finir par devenir la référence et s'imposer. Pour rendre compte des rétrogradations, il invoque des déférents et des épicycles, expliquant ainsi la boucle que suit la planète qui rétrograde, et propose l'excentricité. La Terre n'est en fait pas exactement au centre des déférents, mais légèrement décalée, expliquant ainsi la durée différente des saisons. À l'époque, c'est la géométrie qui doit tout expliquer, les notions de gravitation et de force n'existaient pas. En Europe, il faudra attendre Nicolas Copernic qui publie son livre l'année de sa mort en 1543 pour que ressurgisse une théorie héliocentrique. Cependant, le modèle de Copernic ne s'affranchit ni des épicycles ni de l'excentricité pour rendre compte des observations. La primauté du mouvement circulaire était encore très ancrée à l'époque et Copernic y était attaché. Pour départager deux théories, toujours la même histoire, il faut qu'elles fassent des prédictions différentes. Et plusieurs observations allaient à l'encontre des prédictions de la théorie de Copernic. En effet, si la Terre tournait autour du Soleil, on devrait observer une parallaxe annuelle des étoiles, c'est-à-dire que l'angle entre deux étoiles de la voûte céleste devrait varier au cours de l'année, mais ça n'était pas observé à l'époque. De plus, la taille apparente des planètes telles que Mars et Vénus, qui sont les plus proches de la Terre, devrait varier entre le moment où elles passent au plus près de nous et lorsqu'elles sont de l'autre côté du Soleil. Là encore, on n'observait pas à l'œil nu de variation de la taille apparente de ces planètes. Ce qui fait dire à plusieurs historiens des sciences que Copernic a plus eu peur du ridicule que de l'Église en publiant son livre juste avant sa mort. Copernic, conscient de ses failles, postulait que c'était dû au manque de précision des mesures de son époque. Ainsi, il plaçait la voûte céleste suffisamment loin pour qu'on ne puisse pas voir de parallaxe. Comme quoi, les hypothèses ad hoc, qui sont ajoutées par les scientifiques pour sauver leur théorie, sont parfois très utiles. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient en outre quelques arguments contre le mouvement de la Terre. Si la Terre tourne vers l'est, un objet tombant d'un point haut devrait toucher le sol plus à l'ouest, puisque le sol avance pendant que l'objet tombe. Mais ça n'était pas observé, puisqu'on voit que les objets tombent à la verticale. En fait, seul le fait que Mercure et Vénus soient toujours à proximité du Soleil et le mouvement rétrograde des planètes allait dans le sens de Copernic, mais juste en trouvant des explications plus simples, rien de vraiment déterminant. La rétrogradation des planètes s'expliquait simplement par une impression de changement de direction lorsque la Terre dépasse la planète en question, une illusion due au mouvement relatif et aux vitesses différentes des planètes. Les arguments de Copernic en faveur de l'héliocentrisme sont donc principalement philosophiques. Des historiens des sciences avancent la fascination du Soleil chez Copernic, qui le poussera à le mettre au centre. Ce qui illustre ce que je disais dans le premier épisode, l'observation brute est nécessaire, mais pas suffisante pour construire des théories en physique. La crise profonde pour le modèle géocentrique de Ptolémée, au sens de Thomas Kuhn, c'est-à-dire quand les anomalies ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans le cadre de la théorie et deviennent de réels contre-exemples, va venir quelques décennies après Copernic, au début du XVIIe siècle, avec Galilée et la lunette astronomique. Galilée observe la rotation du Soleil sur lui-même, on l'a vu au premier épisode, et surtout il découvre les phases de Vénus et la variation de sa taille apparente, prouvant que cette planète tourne bien autour du Soleil et non de la Terre. En effet, dans le modèle de Ptolémée, Vénus ne peut jamais être éclairée complètement par le Soleil. De plus, Giordano Bruno et Galilée contredisent l'argument de l'immobilité de la Terre avec le lâcher de la pierre qui tomberait vers l'ouest, en pensant que même si un bateau voguait en ligne droite à vitesse constante, la pierre tomberait aussi au pied du mât, la pierre ayant la même vitesse que le bateau et conservant cette vitesse même une fois lâchée, et que si rien ne vient la freiner, à part les frottements de l'air ici, elle conserve la même vitesse que le bateau et donc tombe aussi au pied du mât de la même façon que lorsque le bateau est immobile à quai. Ce sont les prémices du principe d'inertie. Mais ni Giordano Bruno ni Galilée ne font l'expérience. Donc.
L'expérience fut réalisée par Pierre Gassendi en 1641 sur le port de Marseille. Expérience corroborant le principe d'inertie, si rien ne vient perturber le mouvement vers l'avant, il continue, ainsi que le principe de relativité. On ne peut pas faire d'expérience qui peut distinguer des référentiels en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres. Comme ici, où la chute du même objet depuis le sol et dans un avion en vol donne exactement le même résultat. La seule chose qu'on ressent, ce sont les vibrations, les changements de direction, les accélérations, mais pas le mouvement rectiligne uniforme. Continuons avec Johannes Kepler, qui, utilisant les observations de Tycho Brahe et les siennes, finit par renoncer au mouvement circulaire pour des trajectoires elliptiques. Plus besoin d'épicycle ni d'excentricité, ce qui simplifie grandement les modèles. Kepler est le premier à faire une utilisation systématique des observations. Il en déduit ses modèles, puis les confronte à nouveau à de nouvelles observations. C'est en ça que Kepler et Galilée, pour les raisons que j'ai évoquées au premier épisode, sont considérés comme les pères de la science moderne. Mais les anomalies découvertes par Galilée se sont avérées être des contre-exemples au modèle de Ptolémée, mais ne prouvent absolument pas que la Terre tourne autour du Soleil. En effet, Tycho Brahe, encore lui, avait son propre modèle géocentrique. La Terre est immobile, le Soleil et la Lune tournent autour d'elle, mais les planètes tournent autour du Soleil. Ce modèle expliquait toutes les observations disponibles à son époque, absence de parallaxe des étoiles, ainsi que les nouvelles découvertes de Galilée. Mais il ne pourra pas défendre son modèle face à Galilée et Kepler, puisqu'il meurt en 1601. La seule prédiction différente que faisait le géocentrisme de Tycho Brahe et l'héliocentrisme de Kepler et Galilée, aux trajectoires elliptiques près, était la parallaxe annuelle des étoiles, et elle n'était pas observée. En 1668, une autre prédiction pouvant distinguer ces deux théories va être émise par Giordano Borelli, la déviation vers l'Est. Elle concerne la rotation de la Terre sur elle-même. Nous allons donc commencer par les preuves que la Terre tourne bien sur elle-même en 24 heures. La prédiction de Borelli est qu'un objet qui tombe d'un point haut sur Terre, non seulement ne tombe pas vers l'arrière, donc vers l'ouest, comme on l'a vu avec Bruno, Galilée et Gassendi, mais devrait tomber vers l'est, dans le sens de la rotation de la Terre, à cause de son inertie. Pour simplifier, en un temps donné, un objet qui se trouve en hauteur a une plus grande distance à parcourir qu'un objet plus bas. Il a donc une vitesse transversale plus importante que le point situé à sa verticale. Lorsqu'on lâche cet objet, il va donc dépasser le point à sa verticale, donc tomber plus à l'est, la Terre tournant vers l'est. Borelli essaiera lui-même de mesurer cet effet, mais n'y parviendra pas. Au début du XIXe siècle, Simon-Pierre de Laplace modélise ce phénomène d'inertie dans les systèmes en rotation et Ferdinand Reich réalisera l'expérience en 1833 dans un puits de mine de 158 mètres de hauteur et trouvera une déviation d'environ 2,8 cm en accord avec les prévisions en faisant la moyenne de plus d'une centaine de chutes avec une incertitude assez grande comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Vu les difficultés pour réaliser cette expérience et la grande incertitude, elle a été peu refaite, contrairement à la deuxième preuve de la rotation de la Terre sur elle-même, dont nous allons parler maintenant, le pendule de Foucault. Il avait été remarqué, dès le milieu du XVIIe siècle, qu'un grand pendule battant durant des heures changeait d'orientation par rapport au sol. Léon Foucault comprend presque 200 ans plus tard que ce phénomène constitue une preuve de la rotation de la Terre sur elle-même. Dans un référentiel inertiel, le plan d'oscillation du pendule est fixe par rapport à des étoiles lointaines. Si on observe un déplacement du plan d'oscillation sur Terre, c'est qu'elle tourne sur elle-même. Donc de notre point de vue, qui est attaché au sol, on a l'impression que c'est l'axe du pendule qui varie. Foucault fait une démonstration publique en 1851 au Panthéon de Paris. Encore une fois, les travaux de Laplace puis de Coriolis, quelques années plus tard, permettront de prédire que le temps mis par le pendule pour décrire 360 degrés dépend de la latitude, 24 heures au pôle Nord, une trentaine d'heures à Paris, et de plus en plus longtemps à mesure qu'on se rapproche de l'équateur, où là le pendule cesse de changer de direction. Le centre de rotation est inversé dans l'hémisphère sud. Les observations faites avec des pendules à divers endroits du monde confirmeront ces prédictions et corroboreront l'héliocentrisme ainsi que les théories de Newton sur lesquelles ces prédictions étaient basées. Théorie de Newton qui, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, n'en était pas leur premier succès. Je mets en description une liste des villes françaises où vous pourrez voir un pendule de Foucault. Venons-en maintenant aux preuves que la Terre tourne autour du Soleil. Contrairement à la rotation de la Terre sur elle-même, le principe de la relativité dit qu'il n'existe pas d'expérience de laboratoire qu'on pourrait faire sur Terre pour savoir si elle tourne autour du Soleil. Il a donc fallu regarder les étoiles. Comme évoqué au début de la vidéo, c'est la parallaxe annuelle des étoiles que les scientifiques recherchaient activement pour obtenir cette preuve. Les scientifiques avaient renoncé à la voûte céleste au cours du XVIIe siècle et pensaient dès lors que les étoiles étaient réparties dans l'espace. Voilà ce qui est prédit pour la parallaxe d'une étoile située au-dessus du plan de l'écliptique. Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, une étoile proche paraîtra décrire un cercle par rapport aux étoiles lointaines. Les astronomes utilisent un repère appelé point vernal. Mais dès la fin du XVIIe siècle, des astronomes comme l'abbé Jean Picard observent bien une variation de position des étoiles, mais pas comme prévu.
En effet, lorsqu'en décembre, la Terre se déplace à l'opposé du point vernal, le décalage de la position de l'étoile étudiée se déplace également dans la direction inverse du point vernal. Le décalage des positions des étoiles suit le déplacement de la Terre autour du Soleil. Picard ne parvient pas à expliquer ce phénomène. C'est James Bradley qui va réussir en 1725, soit quelques décennies plus tard. Il comprend que c'est dû à la vitesse relative de la lumière émise par l'étoile et la vitesse de la Terre autour du Soleil. Faisons une analogie classique avec de la pluie qui tomberait verticalement par rapport au sol. En haut, c'est le point de vue attaché au sol, en bas, le point de vue attaché à la voiture. À cause des vitesses relatives entre la chute des gouttes d'eau et la voiture, la pluie semble arriver de l'avant quand on est dans la voiture, alors qu'elle tombe verticalement. Plus on va vite, plus cette impression se renforce. Une personne courant sous une pluie verticale avec un parapluie devra le pencher vers l'avant pour bien se protéger, et ce d'autant plus qu'il court vite. Eh bien, il y a le même phénomène avec la lumière, qui a une vitesse finie. Pour une étoile située à la verticale du plan de l'écliptique, si on place un télescope parfaitement vertical, la lumière n'atteindra pas le fond du télescope et ne sera donc pas vue par l'astronome. Il faut donc le pencher vers l'avant du déplacement de la Terre autour du Soleil pour que la lumière de l'étoile située à la verticale atteigne le fond du télescope. L'étoile est donc décalée par rapport à sa position réelle vers l'avant du déplacement relatif. On retrouve avec cette explication les observations qui ne collaient pas à ce qu'on attendait avec la prédiction des parallaxes des étoiles. Le décalage de la position de l'étoile étudiée est décalé vers le sens du déplacement de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'aberration de la lumière, et elle permet à Bradley de faire une pierre deux coups, en prouvant à la fois que la lumière a une vitesse finie, et n'est pas instantanée, et que la Terre tourne bien autour du Soleil. La vitesse finie de la lumière sera confirmée et mesurée en laboratoire en 1849 par Hippolyte Fizeau, on en reparlera, et les astronomes vont continuer à chercher la parallaxe annuelle des étoiles proches afin de corroborer la théorie de la Terre qui tourne autour du Soleil et calculer la distance qui nous sépare des étoiles proches. L'effet de l'aberration de la lumière touche donc toutes les étoiles, quelle que soit leur distance, et s'avérera être 20 fois plus puissant que la parallaxe des étoiles la plus proche. Comment les astronomes ont-ils pu détecter cette parallaxe vu qu'elle est polluée par l'aberration de la lumière? Déjà, il a fallu observer une étoile proche sans savoir si elle l'était vraiment. Pour ça, Friedrich Bessel choisit 61 Cygni, qui avait un mouvement propre important. Bessel se dit que c'est parce qu'elle est proche. Les étoiles n'ont pas toutes la même vitesse angulaire dans leur mouvement dans notre galaxie. On observe donc un mouvement relatif des unes par rapport aux autres au cours des siècles, c'est ce qu'on appelle le mouvement propre. Il fut découvert par Edmond Halley en 1718. Voilà ce qu'on obtient en observant une étoile. Le cercle en bleu est dû à l'aberration de la lumière et non à la parallaxe. Bessel observe donc en parallèle une autre étoile à côté de 61 Cygni sur la voûte céleste, mais qu'il espère en réalité très loin pour qu'elle ne présente pas de parallaxe visible. Il soustrait donc l'effet dû à l'aberration de la lumière et obtient sur plusieurs années un cercle qui avance, donc ce que j'ai représenté en rouge. Voici les mesures d'un astronome amateur pour 61 Cygni, dont le lien est dans la description, faites entre octobre 2005 et juin 2009. Vu toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter pour mesurer cette parallaxe annuelle des étoiles, vous comprendrez qu'il a fallu attendre plus de 100 ans après James Bradley pour enfin mesurer cette parallaxe faite par Bessel en 1838. La parallaxe permet de mesurer la distance des étoiles proches. C'est en réalité une mesure d'angle. Connaissant la distance Terre-Soleil, Bessel trouve 10,5 années-lumière, soit près de 100 000 milliards de kilomètres pour 61 Cygni. L'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, est située à elle à 4,23 années-lumière. L'héliocentrisme, qui plaçait le Soleil immobile au centre du monde, s'avéra lui aussi faux, puisqu'en 1783, William Herschel découvre que le Soleil et tout le système solaire a un mouvement propre dans notre galaxie. En résumé, la théorie géocentrique de Ptolémée, après avoir dominé tout le Moyen-Âge, voit apparaître en Europe une théorie concurrente avec Copernic. Tycho Brahe propose quelques années plus tard sa théorie qui est en fait un mix des deux précédentes. Galilée découvre les phases de Vénus qui réfutent Ptolémée. C'est ensuite James Bradley qui découvre l'aberration de la lumière, prouvant que la Terre tourne bien autour du Soleil. Puis au XIXe siècle, les choses se confirment avec, en à peine 20 ans, la mesure de la déviation vers l'Est, la parallaxe des étoiles et le pendule de Foucault. Je vous laisse ces magnifiques gifs animés pour les plus nostalgiques de l'Internet du début des années 2000, et je sais qu'ils sont nombreux.